Bonjour, bienvenue à ce panel du midi qui traite de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'industrie du 4.0. Et 45 prochaines minutes, on va les passer à justement discuter de l'utilisation, du potentiel de l'intelligence artificielle dans le contexte des industries 4.0. Et pour ce faire, je vous rassure, je ne serai pas tout seul. J'ai quatre experts dans le domaine, des gens qui sont vraiment intéressés par la question. Présentement, on est chanceux, on a la totale au complet. Il y a Michael Dora qui arrive, qui se joint à nous. Bonjour. Bonjour. Il y a François Beaubien qui est déjà là, bien en selle, vice-président de Alietia. Bonjour. Bonjour. Merci. Éric Lépine, je vérifie aussi si les micros sont ouverts. Éric Lépine, conseiller directeur manufacturier industrie 4.0. Bonjour. Bonjour. Et puis Luc Sirois, directeur général de Prompt Innov. Bonjour, Luc. Bonjour Bruno. Oui. Accessoirement, j'allais dire aussi un des collaborateurs du podcast Bon Carnet, avec d'excellentes entrevues, particulièrement cette semaine. Donc, messieurs, on va jouer à un jeu. On va mettre la table avant de lancer la discussion. Je serais curieux, je vous laisse 3 minutes chacun. À tour de rôle, je vous demanderai, quand on parle d'intelligence artificielle, particulièrement dans le contexte de l'industrie du 4.0, comment ça peut profiter à cette industrie-là? Et tiens, pour lancer la discussion, François Beaubien. Bon, merci beaucoup de l'invitation. Merci, Bruno. Alors, François Beaubien, je suis chez Alietia, je suis vice-président pour le secteur manufacturier et transport logistique. Alietia, rapidement, c'est une société de Montréal qui est une société publique inscrite au TSX et au Nasdaq. On a eu une croissance fulgurante dans les dernières années. On est plus de 2000 employés maintenant, principalement au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, personnellement, mon background, c'est un background j'étais ingénieur de formation. J'ai commencé à la fin des années 80 sur des systèmes embarqués dans le secteur industriel principalement. Puis j'ai vu l'évolution de ces technologies-là. À l'époque, c'était plus du 8 bits. On n'avait pas la puissance de traitement cloud actuelle, mais donc, on a vu une évolution, surtout dans les dernières années, fulgurante. Ce qu'on voit chez nos clients, donc on a des clients qui ont des usines partout dans le monde, puis on a des problématiques similaires à ce qu'on rencontre ici au Québec, là. Donc, pour énumérer un peu les problématiques par rapport à l'intelligence artificielle dans le secteur industriel ou pour le faire du 4.0, c'est principalement un problème de main-d'œuvre qualifiée. Donc, la main-d'œuvre est pas beaucoup disponible. Les clients qui ont du succès ont des employés, des nouveaux employés qui viennent de faire une maîtrise ou un doctorat, qui ont fait des travaux de recherche dans ce domaine-là. Ça aide grandement là, au niveau de la gestion du changement dans l'organisation. Ensuite, il y a un problème de complexité, les infrastructures importantes à mettre en place pour avoir les données, pour être capable de faire de l'intelligence artificielle. Donc, ça, il y a des étapes de numérisation en amont qu'il faut faire. Puis, il faut vérifier la qualité des données aussi. Donc, tant qu'on les utilise pas vraiment, il y a une question de qualité de données à faire. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au niveau de la gestion du changement, ce sont des nouveaux types de projets. Il y a une question de formation, même au niveau de la littératie numérique, là, de comprendre c'est quoi les statistiques de base, là, par exemple, qui sont utilisées dans ces domaines-là. C'est essentiel. Dans le futur, on voit beaucoup de changements actuellement. Donc, on passe d'un domaine où c'est encore de l'art, ART, puis peut-être de l'art pour certains, mais de l'art à un domaine plus de l'ingénierie. Donc, les méthodes se raffinent, c'est plus structuré. Au niveau des technologies, des plateformes également, un exemple que je donne, c'est la capacité de faire des modèles automatiquement, donc l'automodeling en anglais sur certaines plateformes. Donc, ça fait en sorte que les gens vont avoir besoin dans 3, 4, 5 ans pour travailler dans ces domaines-là. Ça va être plus des utilisateurs que des experts en modélisation. Il faut comprendre, évidemment, qu'est-ce qu'on utilise, mais il y a un changement important qui se produit. Donc, là, un des thèmes du panel, c'est pourquoi on semble être en retard au Québec. Je dirais ça, que... Je vais vous demander de garder votre réponse. OK, je garde ma réponse. Je ne volez pas le punch. Si je regardais du côté d'Éric Lépine. Oui, donc
moi, j'étais un ingénieur aussi de formation. Ça fait environ 22 ans que je suis dans le domaine. Ben, j'ai eu la chance, dans le fond, en 2000, j'ai eu la chance vraiment en 2017 d'accompagner une entreprise de bout en bout dans sa transformation numérique. Puis c'est une des 3 vitrines 4.0 au Québec. Puis un des projets majeurs, c'était vraiment tout ce qui était la capture, la conceptualisation, dans le fond, des données de toute la chaîne de valeur, que ce soit les données au niveau du transport, de la matière première, de toute la chaîne de production, que ce soit les opérations, la maintenance, qualité laboratoire, les systèmes d'inventaire. Donc, je pense qu'un des gros défis aussi qu'on a, puis c'est l'intelligence artificielle, ben c'est un outil dans cette transformation numérique-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant d'en arriver à vraiment avoir une solide analyse au niveau des données. Puis nous, ça a été vraiment ça. Ça a été de bâtir, que ce soit s'assurer, dans le fond, de la fiabilité des données, s'assurer de cette qualité-là des données, faire aussi une étude pour s'assurer que les données qu'on capte et qu'on archive, c'est des données qui vont être utiles, qui vont être critiques aussi pour emmener des informations. Donc, oui, effectivement, un coup que la conceptualisation, puis nous, on captait environ 50 000 données sur environ 5 sites sur, exemple, les lignes de production pour améliorer les opérations, le procédé, l'efficacité énergétique. La même chose au niveau maintenance pour passer à un mode prédictif. Donc, ça a été le projet majeur au niveau de notre vitrine 4.0. Donc, valoriser ces données-là, conceptualiser ces données-là, être capable de créer des événements en temps réel pour améliorer les opérations, la maintenance, l'environnement, l'énergie, créer des dashboards intelligents aussi pour le suivi, faire des rapports de production, maintenance. Un des projets aussi, ça a été aussi toute éliminer le papier par des formulaires mobiles ou activer, mettre en place des actuateurs. Comme on dit, je pense que le succès de ce projet-là, les données, quand on collecte les données utiles, critiques, ça donne beaucoup de valeur ajoutée aux opérations. Puis ça permet de faire beaucoup de changements après ça, que ce soit au niveau procédé, procédure, que ce soit d'opération, maintenance. On dit toujours data-driven, chez nous, ça a vraiment été ça. Là. Les données ont fait vraiment avancer les opérations, la maintenance. Wow. Puis en plus, vous avez été au cœur de l'opération, puis vous avez vu tout le cheminement. Oui, effectivement. C'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a vraiment, je pense qu'il faut vraiment bâtir les fondations avant d'aller à l'intelligence artificielle. Il faut bâtir la fondation, donc mettre les instruments, faire de la conceptualisation au niveau de ces données-là pour ne pas analyser garbage in, garbage out. Donc, il y a vraiment en amont beaucoup de travail qui doit être fait aussi là, pour avoir du succès. Tout à fait, puis on y reviendra là-dessus. Je me tourne du côté de Luc Sirois. Vous essayez de donner un gros coup de main à des entreprises qui veulent se lancer dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui veulent développer des solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça ressemble à quoi quand on tombe dans le 4.1? Dans le 4.0. Dans le 4.1, tu nous amènes dans le 4.1, ben oui, écoute, non, je vais regarder dans le 4.0. Tu nous as expliqué la première étape, c'est la transformation numérique, mais l'intelligence artificielle nous amène à des possibilités différentes. Une fois qu'on est transformé de façon numérique, une fois qu'on a l'automatisation en place dans nos opérations, ben qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Je vais vous demander de regarder le petit vidéo qui tourne sur mon écran. Et des entreprises comme Biscuits Leclerc ont décidé de se transformer, puis avec non seulement en automatisant leur processus, mais en se disant comment on peut capter l'intelligence de nos conseillers, de nos employés, de nos gens, pour que le savoir-faire
aussi deviennent de la donnée qui puisse se répéter à d'autres et puisse alimenter une amélioration continue. Des entreprises comme celle-là, ensuite, vont être capables d'implanter des solutions d'intelligence artificielle comme celle-là, générer des données nouvelles, non structurées, comprendre ce que les opérateurs expliquent, ce que les instructions donnent, et le transmettre à d'autres. Et là, c'est cette intelligence-là qui permet de devenir plus performant quand on arrive à un autre niveau. Je dirais même, Bruno, là, puis on peut arrêter la vidéo, mais on a l'opportunité de recadrer nos entreprises en se disant, regarde, si on est Robert Transport, est-ce que notre business, c'est de transporter une boîte d'un point A au point B ou c'est de s'assurer que les gens ont ce qu'ils veulent au moment où ils veulent, à l'endroit qu'ils veulent? Si on est Seashore Furniture, les fabricants de meubles à Lotte-Binière, est-ce que notre job, c'est d'assembler des planches de bois pour qu'on puisse s'asseoir dessus? Ou c'est de s'assurer que les gens à la maison soient heureux, vivent bien, confortablement, dans des environnements agréables? Quand on change notre façon de penser, on se rend compte qu'on a besoin de données pour arriver à livrer la marchandise. Quand on est Robert Transport, à ce moment-là, on a besoin d'une infinité de données pour savoir qu'est-ce qui doit être livré quand, comment, qu'est-ce qui est disponible comme entreposage quand, quelle autre modalité que mes camions peuvent être utilisés quand, comment ils sont où, à combien de temps ça va arriver en fonction de la température, en fonction de toutes sortes de données nouvelles pour arriver à ce que le client est ce qu'il veut, quand qu'il veut, à l'endroit qu'il veut. Quand on est un fabricant de meubles, on va comprendre les tendances, les demandes, on va comprendre les réseaux d'approvisionnement, les réseaux de distribution, on va pouvoir s'y connecter, on va voir les tendances dans les couleurs, le design, l'environnement qui vont faire que les gens qu'on va pouvoir fabriquer au bon moment les meubles et les rapporter à un environnement qui leur fait du bien. Et ça prend de l'intelligence artificielle pour comprendre nos données, il faut les maîtriser pour aller plus loin. Wow! C'est intéressant. Puis ça prend aussi du recul pour être capable de comprendre que c'est ça que ça prend. Michael Dorade, si je me tourne vers vous et je vous demande donc en 3 minutes de mettre un peu la table de votre point de vue par rapport à ce qu'amène l'intelligence artificielle dans l'industrie 4.0. Ok. Donc, moi, je suis également ingénieur pour la société ITDM qui fait justement tout ce qui est industrialisation 4.0. Donc, on est plutôt côté développement de logiciels, intelligence artificielle. Donc, nous, on vient en fait se greffer à tous les éléments d'une entreprise qui vont être les capteurs, qui vont être leur logiciel interne pour justement aider l'intelligence artificielle à faire des propositions. Donc, l'intelligence artificielle dans l'industrie 4.0, elle a beaucoup d'enjeux, mais les enjeux sont différents pour chaque entreprise. Chaque entreprise a un enjeu différent, elle va avoir des étapes différentes de progression parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et la clé pour arriver à justement définir quelles sont la cohésion entre l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle, ça va être, pour nous en tout cas, la data. La data va être la chose la plus importante. Comme le disait l'un de mes confrères, il est important de suivre des étapes. Et la première étape est d'abord de générer de la data, qu'elle soit machine, qu'elle soit humaine, parce qu'effectivement, la data humaine est importante. Les avis des gens, le retour d'expérience sont des choses importantes. Et l'IA reste une machine, mais a quand même besoin d'avoir un avis complémentaire via l'être humain. Donc, chaque étape va devoir se découper, être progressif et elle va permettre de pouvoir justement contrôler la qualité et optimiser. Elle va pouvoir aussi mettre en place la maintenance prédictive, faire de la traçabilité de production. Elle va pouvoir faire de l'identification visuelle, donc de permettre de vérifier la fiabilité d'un produit, par exemple. Et donc, dans cette démarche, nous, on a déjà travaillé avec plusieurs usines, une dizaine d'usines en Europe. Et on va, à mon avis, on en discutera tout à l'heure, mais on va voir que les besoins européens et les besoins canadiens, puisque nous sommes aussi implantés au Canada, sont totalement différents. Au Canada, on va plutôt être sur une recherche de l'optimisation de la production, parce qu'on a un manque de main-d'œuvre, alors que c'est moins le cas chez nous en Europe. Et nous, on va plutôt chercher à la diminution des coûts, à éviter les retours clients, éviter les problématiques sur des produits, à optimiser notre qualité plus globalement.
Ah, c'est intéressant la différence entre les deux continents. J'aurais pas pensé à ça. Je suis curieux, puis tiens, je vais faire plaisir à François Beaubien. Si je vous relance sur ce que vous étiez en train de commencer à répondre tout à l'heure quand vous avez donné votre point de vue, comment on peut expliquer, et c'est vrai au Québec, mais c'est vrai aussi ailleurs dans d'autres pays, comment on peut expliquer que les industries aient de la difficulté à s'embarquer avec l'intelligence artificielle, là? Bon, ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, ça prend des compétences. Donc, en ce moment, au niveau de la démographie au Québec, on a un problème. Le Québec et le Japon ont des problèmes similaires, là, une pyramide presque inversée. Donc, les gens ont de la misère à trouver des ingénieurs, des informaticiens pour faire ces projets-là. Donc, on n'a pas nécessairement des compétences. Donc, ça, c'est un problème important, là. L'autre type de problème, les industries qu'on a, c'est des industries qui demandent des capitaux importants, donc très intensifs au niveau des capitaux. On parle peut-être des industries minières, d'aérospatiales, par exemple. C'est des types de problèmes différents, comme Michael le présentait, va dépendre de l'industrie. Puis donc, dépendamment de où est rendue l'entreprise dans sa stratégie, mais là, il peut avoir pas des difficultés, mais des orientations qui sont priorisées par rapport à ça. Ensuite, du côté européen, allemand, surtout chinois et américain, mais ont des stratégies nationales 4.0. L'industrie 4.0, c'est un terme allemand. En Chine, c'est China 2025 ou Smart Manufacturing aux États-Unis. Donc, nous, on a ces stratégies-là sont arrivées un petit peu plus sur le tard. Le tissu industriel au Québec est principalement des PME. C'est comme un pan important de notre économie, mais principalement des PME. Donc, là aussi, c'est un autre facteur à considérer pour s'organiser, pour faire un projet qui demande des capitaux importants puis une infrastructure. Mais il faut que ça soit dans la stratégie des PME. On l'a vu avec APM, Advas, c'est dans leur stratégie. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile à organiser. Par contre, je vois nos clients, comme je l'ai mentionné tantôt, ils sont partout dans le monde. On en a en Australie, en Europe, aux États-Unis. Ce qu'on voit au Québec, puis les problèmes rencontrés par ces organisations-là, sont similaires. C'est le même genre de problème, puis on n'est pas nécessairement en retard dans les projets dans ce qui est la grande entreprise. Oui, c'est pour ça que je n'utilisais pas l'expression à la traîne, mais bien qu'il y a des entreprises qui ont de la difficulté. Est-ce que tout le monde est pas mal d'accord sur le fait que c'est un problème de main-d'œuvre particulièrement, puis aussi de financier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poursuivre là-dessus? Si je peux me permettre, Bruno, je pense qu'on manque justement des bons exemples. On manque nos propriétaires d'entreprises sont dans un univers qui est le leur, avec des comparables qui sont le leur, mais les meilleurs exemples dans le monde, leurs compétiteurs les plus aguerris, on a difficilement la visibilité sur comment ils s'y prennent et tout ça. On n'a pas l'éducation technique d'affaires sur comment on fait ces projets-là. Les meilleurs entrepreneurs, propriétaires d'entreprises en manufacturier ont fait ce saut-là au Québec, ou bien avec une transition vers la nouvelle génération, vers leurs enfants ou vers des repreneurs qui sont plus technologiques et puis qui ont ces instincts-là, ces intuitions-là, puis ces ambitions-là. Tu n'es pas en train de dire que c'est générationnel? Non, mais sinon, ils vont aller s'éduquer. Moi, j'ai vu des propriétaires d'entreprises d'une génération à tête grise qui se sont inscrits à des cours à distance au MIT pour comprendre de quoi c'est ça, là. C'est la 4.0, la transformation numérique, les données, la maîtrise des données, puis comment que moi, je pourrais, en 6 semaines, au moins essayer de m'abreuver de ça, puis ramener ça chez nous, puis m'entourer de gens qui vont le faire. Je pense que ça manque, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter là-dessus? Sinon, je vous amène ailleurs. Oui, moi, je pourrais rajouter, parce qu'en 2011, je travaillais pour Siemens, puis je voyais un peu la différence entre ce qui se faisait en Allemagne, un peu partout en Europe et ici.
je pense qu'il y a quand même un retard technologique là, au niveau de nos entreprises. Je pense que, puis comme je pense que c'est François qui disait tantôt, nos grandes entreprises ont quand même vraiment mis la base au niveau de tout ce qui est l'automation, la connectivité réseau, la visibilité des données. Nos très petites entreprises ou nos petites entreprises, souvent, ils n'ont pas encore débuté vraiment le 3.0 pour pouvoir être efficace au niveau 4.0, là, que je pense qu'on a quand même un certain retard technologique au niveau de nos petites entreprises. Puis ça, je pense que c'est à travers tout le Canada. Ce n'est pas juste ici au Québec. Là. Michael? Oui. Moi, je rajouterais juste quelque chose pour compléter. C'est qu'effectivement, on vient d'en parler, beaucoup d'entreprises entament à peine la procédure du 3.0, commencent à automatiser, à générer de la data. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution technique qui se fait plus vite en théorie qu'en pratique. On voit effectivement les grands groupes, et l'exemple de Siemens est intéressant. Nous, on a Bonduel, on a des boîtes comme ça, qui sont des grosses PME, qui sont pratiquement même des grands comptes, qui évoluent très vite, donc qui mènent le train, ou j'ai envie d'appeler ça la locomotive, vers l'avenir avec le 4.0, l'intelligence artificielle. Mais par contre, nos petites PME sont encore à la phase du 3.0, donc commence à investir dans de l'automation, commence à investir pour générer de la data. Énormément, par exemple, de sociétés ont à peine entamé avec des ERP, commencent à peine à générer de la data et on passe au suivi d'informations. Et je le remarque parce que je pense que sur une entreprise sur 10 que je vais visiter en consultance pour voir si elle a la maturité numérique pour aller vers le 4.0, et je vais dire qu'on se retrouve à chaque fois avec des entreprises qui n'ont pas conscience des besoins avant. Donc, toute cette phase de 3.0, de génération de data, d'information, de maturité. Et donc, je pense qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, les PME sont un peu à la traîne dans leur évolution et ont du mal à comprendre quel est vraiment le 4.0 et quels sont les besoins pour pouvoir justement passer dans le 4.0. Moi, je voudrais rajouter, ça me tarabusse. Là. Je vous montre une autre vidéo ici, Bruno, si tu me permets. Là. Écoute, une petite entreprise du fin fond du Danemark, dans le fond des bois. Ça ressemble étrangement au Québec. Il neige, il y a de la gadoue partout. C'est des fabricants de poêles. Ben, c'est des fabricants, c'est très familial. C'est très petits, mais ils ont quand même eu l'ambition de s'automatiser, de faire de la recherche avec des chercheurs, développer des surfaces nouvelles, extraordinaires, pour arriver à vendre leurs produits partout dans le monde et en conservant l'entièreté de leurs employés. Comment ça qu'on n'arrive pas à, premièrement, voir que c'est faisable, puis comment ça on n'arrive pas à se dire, ben nous aussi, on peut faire des choses comme ça, on peut s'automatiser, mettre des systèmes, se brancher au système de commercialisation puis de distribution dans le monde, puis arriver à faire des succès comme ça, même si on est petit. Moi, c'est ça qui me tarabusse. Mais Luc, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que vous amenez la réponse à votre question. Et suite même à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on regarde la vidéo, ils ont quoi, dans la trentaine, début quarantaine, ces gens-là? Ben justement, ils sont en train de penser plus globalement. Mais je suis curieux, puis je veux vous entendre là-dessus, puis après, on va revenir à ce que l'intelligence artificielle amène au 4.0, mais il est où parce que c'est Michael qui parlait de maturité, Éric en a parlé aussi, sous d'autres mots. Il est où permettez-moi d'utiliser un mot de Shakespeare, le tipping point qui fait qu'on passe de la 3.0 à la 4.0, qu'est-ce qu'il faut avoir en main pour être rendu là? Parce qu'il y a sûrement des gens qui nous regardent, qui sont dans le 3.0 et qui se disent, à partir de quel moment je passe au 4.0? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Moi, je peux peut-être commencer. Donc, c'est pas une frontière franche, là. C'est un continuum. Donc, le 3.0, en théorie, c'est l'automatisation. Donc, ce qu'on a vu dans la vidéo, ça pourrait être seulement que du 3.0. 4.0, c'est quand on va valoriser les données. Donc, on va utiliser les données ou la data, comme mon confrère français le dit, pour créer de la valeur, soit en créant une nouvelle expérience avec le client final, soit en améliorant le procédé, en diminuant les coûts. Donc, il y a plusieurs
variables qu'on va vouloir attaquer, pas tout en même temps. Puis on va suivre la stratégie du produit ou du procédé pour l'améliorer. Donc, c'est ça ça. va ensemble. Là. Mais à partir de quel moment on introduit l'analyse, la cueillette des données, l'analyse des données pour bonifier l'expérience? Mais ça prend donc une stratégie de cueillette de données. Nos clients les plus avancés, ils ont ramassé des données pendant 4-5 ans. Ils étaient sans nécessairement vouloir les utiliser, mais ils savaient qu'ils s'en allaient vers, ils généraient de la donnée. vers l'intelligence artificielle éventuellement. Puis là, il y avait la matière nécessaire pour produire quelque chose de nouveau avec ça. Donc, si on n'a pas la matière, si on n'a pas la donnée, c'est pas possible. Donc, je dirais que ça va être dans l'interconnectivité des systèmes pour être capable de générer des données puis améliorer des processus rapidement. Là. Donc, c'est ça qui Donc, le point de bascule, c'est d'avoir des données. Oui. Donc, en 3.0, on génère des données. 4.0, on va les utiliser de façon non classique là, pour améliorer un procédé, par exemple. Donc, il y a un continuum entre les deux. On continue à faire du 3.0 quand on fait du 4.0. Oui, tout à fait, c'est très clair, comme vous l'avez présenté. Éric ou Michael, dans votre pratique à vous? Oui. Moi, dans le fond, en 2011, j'ai vu un peu le modèle allemand. Là, je ne sais pas si les gens connaissent, là, mais le modèle allemand Hacatec. Le modèle allemand Hacatec, dans le fond, il a été développé en 2011, vraiment en Allemagne avec des chercheurs, des gens de l'industrie. C'est ça qui a donné un peu le coup d'envoi à l'industrie 4.0. Pour revenir un peu à François, mais c'était, dans le fond, il y avait les 6 niveaux de maturité. Le premier niveau de maturité, c'était vraiment l'automatisation. Le deuxième niveau, c'était la connectivité. Donc, ça, c'était vraiment la base du 3.0. Puis quand on tombait après ça, les 4 autres niveaux, qui étaient le 4.0, c'était vraiment la visibilité des données, la transparence entre les différents systèmes manufacturiers. Après ça, c'était toute la partie capacité prédictive et de voir un peu tout ce qui était l'autonomie, qui était l'adaptabilité. Donc, après ça, il y avait les 4 axes qui étaient les systèmes d'information, la vision d'entreprise ou la culture d'innovation, les ressources humaines, financières, matérielles, avec toute la structure organisationnelle. Puis, selon 5 fonctions, mais le lien, dans le fond, entre le 3 et le 4, c'était vraiment, OK, je connecte, les données sont visibles. Après ça, tu rends ces données-là visibles pour les gens d'usine, que ce soit les exécutifs ou les gens de plancher. C'est là que tu faisais un peu le lien entre le passage du 3 au 4.0. Okay. Une notion de connexion. Hein? Puis là, chez Prompt, on anime l'initiative Encore qui essaie de déployer du 5G partout. Ben, le 5G, c'est un réseau sans fil. C'est comme un Wi-Fi hyper performant partout qui permet de connecter les objets. Mais là, tu peux imaginer des millions d'objets. Donc, tu peux imaginer non seulement chaque palette dans l'usine, chaque matériel qui constitue le produit, chaque composant, mais aussi le matériel et la substance elle-même peut devenir un objet qu'on peut connecter, qu'on peut maîtriser. Donc, savoir beaucoup de choses sur ce qu'on fabrique, connecter les usines entre elles, puis connecter les usines avec les systèmes de distribution pour être capable d'établir des réseaux de fabrication au-delà de ta propre manufacture, mais dans des grands réseaux de sourcing, là, je m'excuse, je cherche les mots français, d'approvisionnement et de fourniture et tout, avec les données pour permettre de le faire. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle façon de penser au-delà de l'automation. Et là, vous êtes en train de répondre à la prochaine question. Je veux juste revenir avec Michael pour voir, de votre côté, vous, quand on fait le pont entre le 3 et le 4, donc c'est une fois qu'on a la donnée qu'on peut passer au 4.0? Alors, une fois qu'on a la donnée, ce qu'on remarque aussi souvent, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que souvent, quand on va aller voir une entreprise avec qui on va discuter sur le 4.0, elle va nous dire écoutez, c'est super, j'ai 3 mois de données, donc ça devrait vous suffire. Et en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience de la quantité de données nécessaires pour pouvoir exploiter justement une intelligence artificielle. Ça demande des données très importantes. À titre d'exemple, nous, pour la vérification de conformité de boîtes de conserve, ça a été des centaines de milliers de photos qu'il a fallu intégrer pour pouvoir permettre à l'IA vraiment d'analyser cette boîte de conserve et de pouvoir dire qu'elle est conforme ou pas. Et très souvent, les gens pensent que l'intelligence artificielle a juste besoin de 4 photos
pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. On est loin de la réalité. Hein. On est très loin de la réalité. Mais donc, c'est ça. Alors, je reviens à ce que Luc avait commencé à nous répondre. Quand on regarde l'utilisation qu'on peut faire concrètement de l'intelligence, ben, évidemment, bon, il y a le branchement, l'interconnexion, là, puis qui va être amélioré avec la 5G. Mais quand on regarde, une fois que tout est connecté ou qu'on génère de la donnée, quand vous regardez ce que vous connaissez ou ce que vous entrevoyez, où vous trouvez de la bonification de l'intelligence artificielle dans les processus de production? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans. Ben moi, on peut parler peut-être de ce que les clients en ce moment. Donc, il va y avoir deux grandes familles. Là. Il va y avoir les procédés de l'usine, dans l'intérieur de l'usine, donc soit réduire un coût important, par exemple en faisant de la maintenance prédictive, ou améliorer la productivité de l'usine en trouvant la formule pour faire les comptes, que les systèmes soient bien, le mieux possible configurés, le système de production soit optimal, autrement dit. Donc là, on va avoir de l'intelligence artificielle avec de la recherche opérationnelle. Puis la deuxième catégorie, ça va être dans les produits connectés. Donc, ce qui sort de l'usine, on peut le rendre intelligent. Donc, c'est un autre domaine d'application. Donc, ça va être les deux grandes branches. Il y a une série, peut-être une centaine de scénarios différents qu'on peut faire à l'intérieur de l'usine. Donc, la maintenance prédictive, c'est l'exemple le plus classique là, parce que ça fait plusieurs années là, que le domaine est connu. Puis, c'est l'Université de Cincinnati, je crois que ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans ce domaine-là. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Puis, les produits connectés, bien, on voit des exemples concrets là, des fabricants de moteurs d'avion qui vont vendre les heures d'utilisation du moteur d'avion au lieu de vendre un moteur. Mais c'est un exemple là, de ce que le 4.0 peut amener en interconnectant tous ces systèmes-là. Il y a les éléments de prévision de la demande aussi. Ouais. Il y a une petite vidéo qui joue encore, mais prévision de la demande, d'être capable, à partir de masse de données des marchés, masse de données justement de chaînes d'approvisionnement et puis de supply chain interconnectées, où on peut justement arriver à mieux modéliser les tendances importantes pour arriver à fabriquer au bon moment la bonne chose avec ce genre de données-là. Ça aussi, il y a de l'amélioration à faire de ce côté-là. Éric? Moi, je dirais aussi, ça permet aussi à certains comme OEM, nos fournisseurs de machines, de capter, de collecter les données, de les analyser au niveau, faire après ça de la maintenance prédictive. Ça lui permet de justifier un nouveau modèle d'affaires aussi. Tu ne fais plus juste installer une machine, tu la suis pendant des années. Donc, ça je vois aussi, là, il y a beaucoup de OEM présentement qui se lancent là-dedans. Nous, c'est sûr que, dans le fond, les données, qu'est-ce qui nous ont servi, ça a été vraiment de prendre ces données-là, d'essayer d'en créer un jumeau numérique, là, pour être capable dans le fond, de diminuer le temps quand venait le temps d'améliorer notre procédé comme tel ou au niveau efficacité énergétique. Donc, prendre ces données-là, de dire, OK, si on fait tel changement avec les données virtuellement, puis ça permettait aussi de justifier économiquement aussi, de dire, oui, ce projet-là va être rentable. Donc, beaucoup aussi de reconnaître des fois, on a souvent des choses qui arrivent en production. Donc, c'est l'intelligence artificielle d'être capable de réutiliser ces données-là pour, je cherche un mot français, mais les pattern recognition, des fois, il y a des choses que l'être humain, on n'était pas capable de détecter, mais maintenant, avec les données et les logiciels qui sont en place, donc, on est capable de trouver, dans le fond, des solutions, puis le problème qui survient en opération. Beaucoup la stratégie de contrôle maintenant avancée dans les très grosses usines, là, les pâtes et papiers, les mines, les données servent à ça. Donc, c'est devenu très, très intéressant. Là. Donc, c'est vrai, l'optimisation, le contrôle, l'entretien, tout passe par là. Michael? Oui, effectivement. Nous, de notre côté, on a plus utilisé l'aspect intelligence artificielle pour assister aussi l'humain. Entre autres, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la société Bonduelle, c'était vraiment cette analyse de conformité de boîtes de conserve parce que c'était un enjeu majeur, pour diminuer les stocks, pour diminuer l'empreinte carbone aussi, le fait qu'un camion parte avec des produits qui ne sont pas conformes posait beaucoup de problèmes.
Donc, on a vraiment beaucoup travaillé, nous, sur cet aspect assistanat de l'être humain avec cette génération d'intelligence artificielle qui a permis justement d'analyser très rapidement avec des capteurs la conformité de ces boîtes. À côté de ça, on va effectivement continuer l'avancée avec tout ce qui va être maintenance prédictive, maintenance visuelle, donc pouvoir aussi, par rapport à des caméras, détecter des vibrations, détecter par exemple une tension dans une courroie pour permettre de prédire et d'éviter les coupures. Et nous, la phase actuellement sur laquelle on travaille énormément, qui est en forte demande, c'est cet aspect, on en parlait tout à l'heure, de synchronisation d'usines. Donc, effectivement, vous avez par exemple 5 usines qui se trouvent à une dizaine de kilomètres de distance. Chacun produit un élément par exemple, une voiture. Et tout se retrouve à la fin dans une seule usine pour le montage. Et grâce à l'IA, en fait, on fait vraiment un système de synchronisation. Et c'est l'IA qui va déterminer à quel moment commencer telle pièce, quel moment commencer telle pièce. Et en fait, on travaille sur ce qu'on appelle la scalabilité de l'entreprise pour lui permettre à tout moment de créer une nouvelle usine n'importe où en synchronisant les flux de production. L'assistanat, c'est un terme intéressant. Il y a la robotique d'assistance aussi. Chez Prompt, on finance les travaux, par exemple, de chez Kinova, une belle entreprise de Boisbriand qui fabrique des robots à l'origine pour assister les personnes handicapées, mais le robot d'assistance maintenant en usine, c'est des bras automatisés qui ont la vision, l'intelligence artificielle pour permettre de travailler côte à côte avec un humain. Donc, un robot, normalement, c'est programmé d'avance. En fait, même, c'est dangereux parce que ça fait des séquences de mouvements programmées d'avance et si tu es dans le chemin, ça y est. Mais un robot d'assistance va travailler avec l'humain comme un autre humain, donc en tenant les choses, en les déplaçant pour lui, en voyant où il est, en faisant attention, puis il arrive à augmenter la production humaine et ça prend de l'intelligence artificielle. Luc, je suis curieux parce que c'est mentionné dans la salle de clavardage, parallèlement à notre discussion. Il est là et il y a des gens donc qui envoient des commentaires. Et il y a le fait, ce qui est évoqué, c'est une des barrières principales, c'est celui du financement des sous. Puis s'il y a quelqu'un qui connaît bien le financement dans le contexte de l'intelligence artificielle et du manufacturier, oui. C'est bien vous. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pistes pour des entrepreneurs qui pensent, qui ont un besoin? C'est un fait. Écoutez, puis là, on a vu des annonces la semaine passée. En fait, il y a quelques semaines d'Investissement Québec avec le ministre Fitzgibbon qui annonçait justement la continuité, enfin un grand fonds de 8 milliards d'Investissement Québec justement pour permettre aux entreprises d'investir dans les technologies, les services requis pour améliorer leur productivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce 4.0-là, tout à coup, on l'avait mentionné, ça coûte cher. La transformation, ces équipements-là. Et ça, les fonds maintenant, les investisseurs le réalisent. Des fonds de la BDC, tout ça. Il y a peut-être aussi, au niveau de la création des technologies, là, c'est des organismes là, comme nous, Prompt, et avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, les fonds de recherche qui peuvent aider les PME à développer des solutions. En travaillant avec le monde académique là, qui sont quand même très forts, qui ont des laboratoires très forts. Sinon, oui, il y a une espèce de manque en termes de fonds c'est du capital de risque, mais vous savez, le capital de risque, ça finance les futurs Google plus que les fabricants de robots, mais ça tend à changer. Il y a donc lieu d'avoir des investisseurs en capital de risque qui vont soutenir l'innovation dans ce domaine-là et où on ne va pas sortir avec un nouveau médicament ou un nouvel engin de recherche extraordinaire, mais on va sortir avec des outils d'intelligence artificielle appliqués au monde de la productivité. Et ça, je pense que l'invitation est lancée aux investisseurs de créer ces nouveaux fonds de capitaux de risque pour l'innovation 4.0. Puis d'autant plus qu'à quelque part, c'est comme bienvenue au Québec parce qu'on a le gouvernement, il y a M. Fitzgibbon, mais aussi le premier ministre, qui dit, on veut un Québec qui est autosuffisant. Et si on arrive à faciliter puis à augmenter l'efficacité des entrepreneurs et manufacturiers au Québec, on va dans ce sens. C'est fascinant. Il y a des organisations comme le STIC, comme le REAL, le regroupement des équipementiers en automatisation du Québec, qui ont lancé l'usine bleue dernièrement, justement, dans cet esprit de dire, il y a quelques centaines de fournisseurs de technologie, des fournisseurs québécois de technologie en automatisation. Il faut les faire connaître. Il faut les présenter aux grands manufacturiers. Il faut leur donner la chance
de mettre en application leur technologie, mais aussi de les améliorer avec ces grands fournisseurs-là, puis de ce cercle vertueux-là puisse arriver à faire d'autres succès commerciaux chez d'autres entreprises québécoises. Donc, il y a vraiment un potentiel là. Mais il faut juste être ouvert au fait qu'il y a des fournisseurs québécois pour ces services-là. Point important. Je veux revenir sur un élément important que François avait soulevé dès le départ, et c'est l'enjeu de la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'on aura beau avoir les partenaires, on aura beau avoir le financement, mais reste que s'il y a un problème de la main-d'œuvre pour mettre en place et s'en occuper par la suite, c'est un enjeu important. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des suggestions? Moi, peut-être me lancer un peu pour faire le lien avec ce que M. Sirois mentionnait. Donc, on a un réseau universitaire, puis un réseau, le réseau des cégeps, le CCTT, qui est vraiment Québec, par exemple. L'ITMI du côté industriel. Il y a un nouvel organisme qui s'appelle Jacob, également là, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est des gens qui peuvent vraiment aider à transférer les compétences dans les organisations. Donc, au niveau le 4.0 est intimement lié avec la logistique, comme on a mentionné tout à l'heure. Il y a évidemment Scale AI a un programme qui est une super grappe lancée par le gouvernement fédéral, donc qui a un programme de formation ambitieux. On parle de former 10 000 personnes en intelligence artificielle. Donc, il y a un programme de subvention important qui peut aller jusqu'à 100 000 $ par organisation. Là. Ça, c'est vraiment phénoménal. Nous, on travaille beaucoup aussi avec le réseau universitaire. Là, Trump nous aide beaucoup, le CRSNG, mais les réseaux universitaires québécois, là, donc l'université, l'ETS principalement, Polytechnique, l'Université de Sherbrooke, ont beaucoup de compétences qui peuvent être utilisées pour transférer cette compétence-là dans les organisations avec des programmes comme MITAX, par exemple, où vous pouvez avoir un stagiaire qui devient un employé par la suite. Là. Donc, c'est pas un problème de fond, c'est un problème peut-être de stratégie puis d'accéder à ces programmes-là. Donc, ça prend quand même. Justement, parlons-en, puis je vais aller faire un tour du côté de l'Europe parce que, Michael, vous nous disiez que c'est pas un problème la main-d'œuvre qualifiée. Voilà. De votre côté. Nous, de notre côté, c'est un peu moins problématique, pour être très franc. On a beaucoup de choses qui se mettent en place. Entre autres, le siège social de l'entreprise se trouve dans le Grand Est, côté alsacien, aux frontières suisses-allemandes. Et cette région met beaucoup en place pour la formation en intelligence artificielle parce que il y a ce qu'on appelle les 3 frontières, Allemagne, Suisse, France. Donc, ils mettent un très gros accent sur la formation. On a énormément d'écoles de formation. On a même très récemment, et ça j'en félicite ce groupement, ils ont créé une école de formation en intelligence artificielle pour les femmes. Je trouvais ça magnifique parce que c'est un monde qui est quand même assez masculin, on va pas se le cacher. Et le fait de mettre en avant des femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle et qui ont des superbes projets, ça a été super. Donc nous, on a moins cette problématique. On a aussi notre société qui se trouve à Québec et à Montréal. Et on ressent la problématique que mes collègues citaient juste avant. On a un peu plus cette problématique de l'embauche, déjà cette problématique de concurrence de la bonne main-d'œuvre. En Europe, quand on rentre chez vous, vous restez un certain temps, c'est compliqué à partir, il faut faire sa lettre de démission, tout ça. Au Canada, c'est beaucoup plus facile. Et nous, on a décidé de travailler avec l'UMRSU et l'Université de Laval pour justement trouver des bons éléments et voire même former pour arriver à trouver les personnes qui nous correspondent le plus pour nos besoins, en tout cas. Bon, c'est intéressant. Puis la fidélité à une entreprise, tiens, c'est peut-être aussi une des solutions à regarder, à envisager, mais ça va avec les conditions de travail. Écoutez, et il nous reste quelque chose comme 50 secondes. Je vais les utiliser pour vous remercier d'avoir été là. Je remercie aussi les gens qui ont commenté dans l'espace de clavardage. Ça suscitait des commentaires. Merci. J'en revois un autre commentaire qui dit très pertinent pour les industries d'ici. Alors, on est heureux que ça vous ait plu. Quant à vous, messieurs, Michael Dorade, François Beaubien, Éric Lépine et Luc Sirois, merci d'avoir été là. Je pense que vous avez donné des pistes de réflexion et aussi de solutions. Dans le dernier bloc, là, à des entrepreneurs, des manufacturiers particulièrement qui voudraient se lancer et
améliorer la performance de leur entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Bruno, je voudrais aussi s'assurer que tous les gens qui nous écoutent donnent la chance aux jeunes, donnent la piqûre aux jeunes aussi pour qu'eux autres puissent prendre la relève, devenir la relève en intelligence artificielle puis aider nos industries à se transformer, mais en commençant dès maintenant à s'éduquer à ces belles choses-là. Luc, je vous reconnais dans ces propos. Merci, messieurs. Je remercie les gens qui nous ont regardés. Je vous remercie d'avoir été là. Et c'est maintenant le temps de céder l'écran. Alors ici, Bruno Guglielminetti, je vous dis au revoir quelque part sur les internets et bonne suite de MTL Connect. Merci, au revoir. Au revoir.